épisode de Vous avez dit BD, un balado qui se consacre entièrement à la bande dessinée. Et comme à mon habitude, toujours de la très très belle visite, j'ai avec moi en studio Luc Bossé. Luc, bonjour. Salut. Alors Luc, tu es auteur, tu es également le président-directeur général des éditions Pow Pow. Exactement. Et ça en jette, hein? Ouais. Donc tu es l'auteur notamment de 3 albums, dont Yves Leroy de la Cruz, en collaboration avec Alexandre Simard. Cette fois-ci, son nom est le bon, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que la dernière fois que j'ai écrit sur vous deux, il y a eu un petit problème de correcteur automatique, donc je profite de ma bouche pour régler le tout. En 2015, tu as lancé Comment faire de l'argent. Très intéressé de t'entendre une fois de plus parler de cet enjeu majeur pour un éditeur de bande dessinée au Québec. Et tu as publié au début de l'année dernière, en 2018, la suite de Yves Leroy de la Cruz, donc Yves fidèle à lui-même, encore une fois en collaboration avec Alexandre Simard. Excellent retour. On l'a d'ailleurs attendu 8 ans, cet album. Vous êtes patient? Est-ce que, évidemment, j'imagine que cette attente est en lien avec tes fonctions de président-directeur général des éditions Pow Pow? Il faut dire que l'édition, effectivement, m'occupe beaucoup, mais il y avait un parti... je sais pas si c'est la procrastination, mais un bout de temps, j'avais mal au bras aussi. Il y a eu plein d'étapes, là. J'avais de la misère à dessiner. Mais c'est sûr que le travail d'éditeur occupe beaucoup. Mais vers la fin, quand ma santé revenait un peu plus, j'ai donné un rush, comme on dit. Et ça a duré 7 ans quand même, le dessin. Fait qu'il y avait des pages, là, tout devient dans le se retenir de redessiner les premières pages. Quand ça fait 7 ans que tu les as dessinées, puis tu regardes après, tu te dis, il me semble que je suis rendu meilleur que ça, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'était pas question que je recommence, il fallait que ça sorte. Là. Mais à ce moment-là, c'est l'auteur qui se parle à lui-même ou c'est l'éditeur aussi qui embarque? C'est schizophrénique un peu. Ben en fait, la raison pourquoi que ça s'est fini par finir, c'est que l'éditeur a mis de la pression sur l'auteur qu'il fallait que ça sorte parce que sinon, j'avais pas d'album pour le printemps. Oui, d'accord. Ça a été le seul album du printemps 2018. Fait que je voulais avoir un album, puis c'était le seul qui était le plus proche d'être terminé. Fait que j'ai mis de la pression sur l'auteur, puis je l'ai fini. Mais donc, Alexandre, lui, avait déjà bouclé la scénarisation. Lui, ça fait longtemps, là, puis je pense que c'était lui le plus patient dans cette histoire-là, mais ça a été très long et très... des fois, un petit peu tendu, là, puis je comprends, là, je veux dire, il attendait après moi, là. Mais en même temps, l'album a vraiment été à la hauteur des attentes. C'est comment... Parce que, bon... pour le bénéfice des lecteurs, peut-être pourrais-tu nous présenter brièvement qui est Yves, c'est ce jeune homme? Yves, c'est un gars dans la fin vingtaine, début trentaine, un peu le gars québécois moyen, je dirais, c'est-à-dire un gars qui a pas le tour tant que ça avec les filles, mais qui essaye fort. Dans le premier, il essayait beaucoup, en fait, là, ça marchait pas, puis dans le deuxième, là, je vais-tu... non, tu peux le dire. Gâcher. Ah, tu veux divulgacher. Ben, divulgage, hein. Ceux qui l'ont pas encore lu... Ben, c'est pas un si gros divulgachage, mais il commence le deuxième album avec une blonde. Fait que là, les rôles sont inversés un peu, puis c'est lui qui commence à se faire creuser. Mais pour revenir à Yves, c'est un gars un peu mou, un peu peureux, un peu... manque de confiance en lui, mais un bon gars quand même. Et Yves, fidèle à lui, Yves Leroy de la Cruz, c'est un des tout premiers titres aussi du catalogue. C'est le premier en même temps que Apnée. C'est les deux premiers, ça a été Yves Leroy de la Cruz et Apnée de Sviane. C'est très particulier au Québec parce qu'il y a plusieurs structures éditoriales consacrées à la bande dessinée qui se sont construites autour soit de groupements d'auteurs ou d'auteurs en solo. On n'a qu'à penser, par exemple, à la première mouture de Mécanique Générale, aux éditions Front Froid. Est-ce que... donc, toi, tu es un graphiste de formation. Est-ce que la bande dessinée, ce désir d'en faire, est-ce que ça arrive tôt dans ta vie ou c'est un accident de parcours? J'en ai fait quand j'avais 11 ans, 12 ans. J'avais même... mon expérience d'éditeur remonte à loin, en fait. OK. Mais quand j'avais... Je dis 12 ans, c'est peut-être 13 ou 11, là, je sais plus, mais j'avais lancé une revue qui s'appelait Le Familial, qui s'était
distribué dans mes deux familles, les familles de mon père, la famille de ma mère, j'avais beaucoup d'oncles et de tantes, 12 de chaque côté. Puis, fait qu'un gros tirage quand même. Ben là, on parle d'un fanzina... 50 c'est respectable, ouais. Puis, à 3-4 publications par année, puis ça a duré une couple d'années, là, tu sais, il y avait à un moment donné, ma mère, elle participait beaucoup, elle travaillait beaucoup sur le faire du contenu, parce que je demandais aussi à mes oncles et tantes de faire des chroniques, des trucs comme ça, des jeux. Puis moi, je faisais des BD là-dedans, je faisais la page couverture, je faisais le montage, puis je faisais des bandes dessinées. J'ai même eu un logiciel sur Commodore 64 de mise en page qui s'appelait Newsroom. Je suis pas sûr à 100%. Ah oui, il y avait ça sur Commodore 64. Ouais, ça m'avait fait flipper ma tête quand j'avais vu ça dans des pubs, dans des magazines, puis là, il me le fallait. Puis t'avais comme plein de clip art là-dedans, puis tu peux faire t'avais des titres, tu peux faire des mises en page un peu journal, là. Fait que je me servais de ça pour faire certaines mises en page, des fois, de la revue, le familial. Fait que je fais de la BD depuis ce temps-là. Puis à un moment donné, ben, faut que ça soit sérieux. Fait que tu orientes tes études dans les sciences pures, puis ces affaires-là. Ah, donc t'es allé en sciences pures. Ah oui. Moi, j'ai fait la totale. J'ai commencé un bac en génie informatique. Puis à un moment donné, j'ai eu une crise d'anxiété puis de panique dans le cours de maths de l'ingénieur. Puis là, j'ai senti que j'étais pas à ma place. Et je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents que j'allais en art plastique. Il y avait un froid quand même. Excuse-moi. Ok. Ben là, un froid. Je veux dire, ton fils s'en va en génie informatique, puis là, il rentre de l'école, il dit, je lâche tout, je m'en vais en art plastique. Ouais. Là, j'ai rien contre les arts plastiques, c'est pas ça, mais c'était comme un changement radical de 180 quand même. Là. Ouais. Puis de la perspective des parents, évidemment, c'est une dose d'insécurité, hein, parce que, bon, évidemment, la vie d'artiste... Ben, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, ils m'ont appuyé là-dedans, puis ils m'ont jamais empêché de faire ce que je voulais de toute façon. Et est-ce que, très jeune, bon, donc, si tu as commencé à faire jeune de la bande dessinée, c'est donc dire que déjà, comme lecteur, tu côtoyais le médium? Oui, absolument. Là, j'ai lu, avant d'en faire, évidemment, mais j'ai lu, moi, j'étais un fan de Gaston Lagaffe, là. Ah oui? Ouais. Ah ben ça, on pourra en parler longtemps. Ben, entre autres, mais tu sais, il y avait Astérix aussi que je trouvais bien gros, mais Gaston Lagaffe, c'était mon plus fort, là, tu sais. C'est un dieu, hein, Franquin, quand même. Oui. Ben oui. Au niveau de la construction, du gag aussi. D'ailleurs, est-ce que tu as vu, petite parenthèse, puisqu'on parle de Franquin, bon, tu connais Delaf et Dubuc, les auteurs des Nombris. Est-ce que tu as vu la planche hommage de Delaf pour l'anniversaire de Gaston Lagaffe? Je l'ai vu passer, me semble, ouais. Mais on dirait que c'était le même. C'est incroyable. Ouais. Vraiment, là, un œil, même un œil averti. Bon, c'est sûr que quand on a lu et relu Gaston, tu le sais que ce gag-là, tu l'as jamais lu. Mais autrement, vraiment, je profite de cette tribune-là pour souligner le travail exceptionnel de Laf, là. C'était vraiment une superbe planche. Donc aussi, t'as côtoyé aussi la comédie très jeune à travers la bande dessinée. C'était ça qui m'intéressait le plus. Je lisais du Yoko Tsuno aussi, là, mais je veux dire, tu sais, j'ai jamais été attiré par les trucs... le dessin réel, en fait, mettons, Trahan, puis ces affaires-là, quand c'était dessiné de façon réelle, ça m'attirait pas. T'sais. Alors, beaucoup de traits... ou l'espèce de photo aussi, l'espèce de cette idée de photo... de reproduction là, photographique, là, d'essayer de dessiner pour être le plus près possible. Oui, non. Ça me repoussait un peu. Là. J'étais pas attiré vers ça quand j'avais la bibliothèque. C'était pas ça que je me garachais dessus. Là. Parce que, il faut le dire, t'as du point de vue pictural, t'as une approche... comment je pourrais dire, assez minimaliste, assez précise aussi, hein, au niveau, et c'est ce qui fait que dans ton cas, la comédie fonctionne, comme Samuel Quentin d'ailleurs, c'est que vous êtes, et Ziane aussi, vous avez vraiment un sens de la direction d'acteur, et cette espèce de rythme-là, vous le possédez complètement, et on sent très bien dans ton travail d'illustrateur que ton dessin est au service justement de en quelque part, on pourrait dire que si un album de Luc Bossé était porté à l'écran, ce serait fait par des Britanniques. Dans le sens, l'aspect stoïque en comédie, l'espèce de, en bon français, le deadpan.
Et d'ailleurs, avant de lancer les éditions Papa en 2010, tu t'étais déjà commis du côté de la scène alternative, notamment avec tes rapports annuels. Ouais. Et cette idée de Papa, là, j'essaie de fouiller dans ma mémoire. Le nom Papa vient du strip avec les ninjas, non? Ouais, Ninja Papa. Ninja Papa, voilà. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que ce sera un jour repris, ça, aux éditions Papa? C'est pas la première fois que je te pose la question, mais c'est la première fois que je te la pose avec un micro et que des gens écoutent, Luc, donc... Ben, il y en avait, parce que Comment faire de l'argent, c'était une compilation de ce que j'avais fait avant, donc ouais. ça existe dans le mainstream. Mais je sais pas, pour vrai, j'y pense pas vraiment souvent à cette série-là. On dirait que j'ai fait le tour. J'avais commencé à faire, parce que c'était ce qui est dans le rapport, dans le Comment faire de l'argent, c'est un fanzine que j'avais fait d'une 32 pages, d'une histoire complète un peu du Ninja Papa, puis j'avais commencé à en refaire un autre. J'en ai dessiné peut-être 10-12 pages qui existent, j'y retrouve, là. J'avais commencé, là, ça se passait... il y avait les paradis fiscaux là-dedans, mais le paradis fiscal était vraiment une île, comme il y avait un méchant savant diabolique qui construisait une espèce de robot qui avait l'air d'un jeu pixel d'Atari. Bref, mais tu sais, ma faiblesse, c'est des histoires longues, là. J'en ai jamais vraiment fait, là, de scénariser. C'est toujours le plus long que j'ai fait, c'est 30 pages. Puis là, quand je me mets à m'embarquer dans... Puis même le 30 pages que j'ai fait de Ninja Papa, c'est des spreads, c'est des doubles pages, des gags, mais qui s'enchaînent, là, mais c'est quand même juste construit 2 pages par 2 pages avec début-fin de ça, puis il y avait comme une espèce d'arc qui faisait... Fait que j'ai comme la difficulté avec les histoires plus longues avec des arcs, tout ça, c'est pas... Mais ce qui pourrait être intéressant, par contre, bon, on sait que Revue Planche reprend ses activités éditoriales, mais c'est le genre de matériel que tu pourrais, par exemple, publier dans un... sous forme de strip. Ou peut-être dans la ligne éditoriale. Oui, c'est... Je dis ça, je dis rien, Luc. C'est peut-être une question de temps et de priorité, hein? Ouais. Fait que... Mais tu sais, il y a d'autres projets que j'ai aussi, mais... En fait, il y a toujours des projets qui arrivent, il y en a qui collent plus que d'autres, mais j'ai l'impression que le prochain livre, ça va prendre encore 5 ans, là, tu sais, fait que j'ai pas... j'ai des idées que je prends même pas en note, il faudrait que j'y prenne en note, puis ça devient dangereux quand tu prends plus de notes, là. Mais pour vrai, donc, ta double fonction d'auteur et d'éditeur, forcément, ça met pas l'artiste en priorité. Non, pas du tout. Vraiment pas. Puis plus ça va, plus l'artiste prend le bord parce que, évidemment, le Papa connaît de plus en plus de succès, fait que ça vient avec les mauvais côtés de plus d'administration. C'est drôle parce que on peut faire un parallèle entre toi et Sébastien Trahan de La Mauvaise Tête, c'est-à-dire que Sébastien a vraiment qui était un des cofondateurs de Mécanique Générale. Il se fait très rare comme auteur aujourd'hui. Malheureusement. Oui, malheureusement, effectivement. Mais c'est ça, il faut dire que les éditions Papa, bon, tu en es le président, directeur général, mais depuis peut-être 2 ans maintenant, tu as quelqu'un à tes côtés, en la personne d'Alexandre Fontaine-Rousseau, scénariste émérite. Il m'aide beaucoup sur tout ce qui est communication et écriture, parce qu'il écrit beaucoup mieux que moi. Non, mais Alexandre a une très très belle plume, là. Oui, exact. Ouais. Non. Puis fait que tout ce qui est rédaction, tout ce que vous voyez comme communiqué de presse, tous les trucs qui sont sur notre site internet, anglais, français, c'est tout lui qui fait. Et il est arrivé quand, lui, dans Papa, dans ces fonctions-là, parce qu'il avait déjà au préalable publié? C'est flou, là, je veux dire, il n'y a pas eu de tu sais, je veux dire, ça s'est fait. Pas de contrat, rien, pas de dans les bureaux de Papa. Eh boy. Je les ai vus, les bureaux de Papa. Mais c'est plus ponctuel, tu sais. J'essaie de qu'il m'aide sur les côtés. Comme là, il est en train de traduire un livre pour Papa. C'est ça une autre fonction que je trouve qui est le fun, qui est une de ses forces aussi, c'est-à-dire la rédaction. Puis fait que c'est plus de ce côté-là. Non, je pense que ça va nous prendre de l'aide aussi, plus
des côtés moins glorieux de l'édition, là, de l'administration, de remplir des fichiers Excel, des choses comme ça, là, que je pense que moi et Alexandre, on n'est pas trop fan de. Là. Au niveau des demandes de subventions aussi, j'imagine que, bon, évidemment, ça prend beaucoup de temps, c'est complexe. Alexandre est là pour ça aussi. Ah oui, ouais. Mon Dieu, donc en plus de lui-même travailler sur différents scénarios et de voguer à ses activités de critique et de scénariste. Ouais, mais c'est pour ça que je veux avoir une bonne balance avec Alexandre dans Papa pour ce qui est de ses forces de la rédaction, ces choses-là, que je veux pas qu'il arrête de faire des livres pour ta mère ou des trucs comme ça, ces trucs de critique. Il faut quand même qu'il garde. Faut pas que l'artiste disparaisse. Moi, je suis en train de... C'est plus difficile, mais je veux pas que l'artiste Alexandre disparaisse. Donc, les éditions Papa, fondées en 2010, je t'avais, dans un premier temps, interviewé en 2011 pour le Journal de Montréal. Je me souviens. Regarde ça, j'ai ça juste ici. Donc, vraiment, jeune structure éditoriale. Ce Luc, à l'époque, était loin de se douter. Ouais, non, ça a dérapé, hein. Déraper, tu crois? Ah oui! Ça peut être positif, déraper, non? Ben oui, certainement, mais alors explique-nous, parce que il est vrai que les éditions Papa, je considère que comme structure éditoriale, vous avez vraiment eu une belle courbe ascendante. Ouais. De ma perspective, de mon point de vue, avec le recul, évidemment, ouais. Hein? Je ne vis pas avec l'inventaire, ni avec les tracas de Papa, mais on sent vraiment que le catalogue s'est construit à un rythme... vraiment un très très bon rythme, a été jalonné d'albums importants. Par exemple, Chronique du Centre-Sud de Richard Suicide, j'ai été vocal à ce sujet-là à l'époque de sa sortie. Pour moi, ça a été un album très important dans le catalogue de Papa parce que ça a permis d'aller chercher un auteur vraiment issu de la fin des années 80 du fanzina avec Julie Doucet, Henriette Valium, Cyrus aussi, qui du côté de la pastèque a aussi eu droit enfin à un album. Ouais. Je voudrais pas insulter Richard en disant que tu as fait de la bande dessinée patrimoniale, mais il y a quand même cet aspect-là. Il y a aussi le fait que, comme éditeur, tu as développé des talents. Samuel Quentin, par exemple, t'as consolidé aussi les bibliographies, notamment de Sviane, parce que tu la publies quand même beaucoup. Michel Hellman aussi. Donc, quand tu nous parles de dérapage positif, ouais. à quel moment dans l'histoire de Papa, vraiment, tu arrives à cette étape où tu dis, OK, le projet éditorial est viable, Papa va survivre. Papa est prêt à passer à une prochaine étape. Et je sais, tu ris, parce que toute proportion gardée, on est au Québec. Oui, oui. Mais à quel moment ça arrive dans l'histoire? Je sais pas ça, c'est encore arrivé à ce point-là, mais c'est... Tu sais, si on avait eu cette entrevue-là il y a 6 mois, j'aurais pas été si positif que ça. Parce que j'étais vraiment inquiet par rapport à l'avenir de Papa. J'appliquais pour une nouvelle subvention de Patrimoine Canada, puis je le disais à mon entourage, j'ai dit, si cette subvention-là rentre pas, je sais pas ce qui va se passer. T'sais, c'était même, je considérais, clé dans la porte, pis tes affaires-là. T'sais. C'est à ce point difficile. Ben, ça fait 8 ans que ça existe, puis ça fait 8 ans que je m'endette, là. C'est pas mal ça qui se passe, là. Je veux dire, c'est toujours de l'investissement à dire, OK, une année, ça va pogner, une année, ça va pogner. Ben, tu sais, ça pogne, mais je veux dire... Tu sais, si on met des choses en perspective, tu sais, vendre 1000 livres au Québec, c'est beaucoup, là. Oui, justement, c'était ma question. Un succès, mettons, par exemple, pour Papa, ouais. Un succès, là, un album, là, ça se chiffre à combien, un succès de vente? Que l'éditeur dit, que le président directeur général dit, bon, ben voilà, ça, c'est un succès dans mon catalogue. Un succès, c'est quand tu réussis à vendre 80-90% de ton tirage, tu sais, d'un point de vue juste finance, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est un genre de succès. Okay. Tu sais, tous les livres sont tirés à 1200 au minimum, puis aujourd'hui, j'y vais. La part des nouveaux livres, c'est du 2000 en tirage, pratiquement systématiquement sur chacun des titres. Les plus gros vendeurs de Papa, c'est... Là,
j'ai pas les chiffres exacts, mais ça tourne autour de 5000, 5-6 000. Il y a peut-être 3, 4, 5 titres qui ont vendu autant que ça. Mais tu sais, t'en as qui ont vendu 300 aussi, là. Puis 300, ben, c'est pas... tu sais, quand t'en imprimes 1200, ben, t'es perdant, là. T'es dans le rouge avec ce livre-là. Fait qu'il y en a quelques-uns là-dedans. Fait que quand tu fais la balance de tout, puis même ceux qui ont été vendus à 5000, c'est pas un tirage de 5000 qui aurait été profitable. C'est plus 3-4 tirages de 1200, 1200 qui fait que, au bout du compte, parce que ce qui revient vas-tu en full transparence? Ben, écoute, à toi de voir, mais... Ben, je veux dire, tu sais, t'enlèves tout, là, tu sais, il y a 40% qui vont au libraire, il y a 17-20% qui vont au distributeur, 10-12 à l'auteur, 15-20 à l'imprimeur. Fait que là, je sais pas comment que ça fait, mais il doit rester entre 8 et 15 pour l'éditeur. Ouais. Fait que t'en imprimes 1000, t'es vends 20 piastres, ça fait dire il y a 2 piastres qui reviennent dans les poches de part fois 1000, c'est 2000 piastres que t'as vendu sur un an et demi. Fait que ça t'en prend maudit des 1000 livres pour pouvoir dire que t'as envie. Parce qu'il y a aussi ce défi-là. C'est-à-dire que là, t'as un catalogue t'as 40 albums. Ouais. Du côté de Pow Pow. On parlera de Pow Pow Press un peu plus tard. Mais donc, là, t'arrives à un stade où, en plus de sortir des nouveautés, il faut que tu t'assures minimalement d'avoir un roulement dans ton fond pour être disponible. Ben le bon côté et le mauvais côté, c'est que le fond roule quand même assez bien. Mais là, je me retrouve dans une situation qu'il y en a 5-6 là, qui sont épuisés. Ouais, comme Phobie des moments seuls, par exemple. Oui, ça fait déjà un bout Samuel de temps. Quentin, ouais. Phobie des moments seuls, Apnée, Motel Galactique, Glorieux Printemps, Je vois des antennes partout, Chronique du Centre-Sud. Ils sont toutes les Cousines Vampires. C'est tous des livres à plus ou moins 20 titres restants. Fait qu'il y en a que c'est moins 20, il y en a que c'est plus 20, mais tu sais, ils sont tous sur le bord d'être. Fait que tu peux pas tout. Parce que réimprimer un titre qui ça fait 4 ans qu'il est sorti, c'est pas un succès financier loin de là. Le 5-10 000 piastres que tu sors de tes poches, tu le reverras pas avant 6 ans. C'est du long terme, c'est du long terme. Ouais. Ce long terme-là, il est dur à backer en français. Fait que là, je suis là-dedans, là, tu sais. Fait que parce que j'avais aussi en titre manquant les 3 nouveautés de l'automne. Fait que là, j'ai priorisé ces 3 livres-là à réimprimer parce que c'est eux qui sont chauds et c'est eux qui bougent le plus. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, Sophie va sortir un album bientôt. Quand tu dis bientôt, Luc, là, on parle de quand? Et là, pour le bénéfice des auditeurs, Luc profite de cette esquive en prenant une gorgée de café. Bientôt, c'est printemps. Printemps 2019. Sophie, ouais. C'est ça? On va l'appeler. Non, mais normalement, ça devrait être ça, là. OK. Ce sera pas plus tard que l'automne, ça, c'est sûr, là. Il faut savoir aussi, et ça, je pense que c'est quand même un élément et tu nous éclaireras là-dessus. Bon, tu lances ta structure éditoriale en 2010. On peut dire que Pow Pow jouit d'une belle visibilité médiatique. Absolument. Il y a une multiplicité de plateformes maintenant, dans la presse écrite notamment, mais aussi, par exemple, l'émission de radio Plus on est de fou, plus on lit. Fait la part belle aux éditions Pow Pow, c'est-à-dire qu'il est souvent question de vos livres. Donc j'imagine que ça aussi, tu sens l'impact. Aux ventes? Oui, aux ventes, ou en tout cas, parce que maintenant, Pow Pow, lorsque Pow Pow sort un nouveau titre, maintenant, il est attendu. Les critiques l'attendent, les journalistes l'attendent, les chroniqueurs dont je suis l'attendent aussi. On est tous très curieux. Donc ça, c'est un coup réussi, là. En 9 ans d'existence, maintenant, Pow Pow est devenu, dans le paysage du 9e art québécois, est devenu un éditeur établi. Ouais, j'imagine. Ben, moi, je l'affirme, là. Ouais, OK. Mais donc,
il y a une responsabilité qui vient avec ça. Est-ce que, ouais, est-ce qu'il y a un stress de rattacher à ça quand Luc Bossé décide de sortir tel et tel et tel album? Prenons par exemple juste ta grille automnale. Là. Alors cet automne, Pow Pow a publié Zian au Japon, La Petite Russie et Les Ananas de la colère. Ouais. Dans les 3 cas, 3 succès. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Dans le cas de La Petite Russie, il est clair que ce livre-là, dans sa construction, dans ce qu'il a accompli au niveau du travail, Francis, et de la manière dont il a réussi à s'entourer aussi, ouais. Dans le type d'ouvrage historique, là, tu te doutais bien que tu avais un livre important entre les mains. Là. Oui, absolument. Puis je voyais que ce livre-là pouvait aller jouer dans les plates-bandes des livres avec des livres sans images. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire ce livre-là qui lisent pas de bande dessinée normalement, puis ça me fait vraiment plaisir parce que ce que je vois changer quand tu parlais de médias et les médiatiques, là, je commence à sentir là, que la bande dessinée commence à être prise au sérieux un peu plus qu'avant. C'est toujours un éternel combat, là, la bande dessinée pour enfants versus pour les gens qui lisent de la littérature. Ouais. D'où entre autres, l'utilisation du terme roman graphique. Oui, ça et je t'amène pas là. Je t'amène pas là. Merci. Parce que là, on ferait un spécial de 3 heures. Mais, ouais. Là, je m'égare. C'était quoi déjà? Non, mais c'est-à-dire que le fait d'être attendu, le fait aussi d'avoir publié un livre comme La Petite Russie, qui t'a permis justement d'aller rejoindre un lectorat hors bande dessinée. Ce que La Pastèque a réussi à faire avec Paul, c'est-à-dire d'aller chercher un nouveau public. Et ça, c'est donc... C'est un défi ou c'est une étape à franchir pour Papa aussi. Il y en a... Oui et non. Je veux dire, des livres comme ça, comme la série de Paul, il peut pas avoir juste ça non plus. Je veux dire, des livres plus rassembleurs avec un sujet qui va toucher à plein de monde. Non, mais moi, je parle de l'objet. Je parle de réussir à éditer un album qui va aller chercher un nouveau public. Oui. Pas dans le genre de Paul forcément, mais et comme tu nous le confirmes, donc La Petite Russie a réussi à rejaillir au-delà des frontières. Beaucoup, puis quand j'ai eu des demandes d'un service de presse pour le Reader's Digest, là, j'ai fait « Oh, OK, on est... » Ah oui, hein? Ouais, il y a une autre étape qui a été franchie. Ben bravo. Je l'ai pas lu, je sais pas si c'est sûrement une bonne critique, là, mais j'ai essayé d'aller l'acheter au mois de décembre, c'était au mois de décembre. J'ai essayé de l'acheter au mois de décembre, puis c'était déjà le mois de janvier qui était dans les tablettes. Bon, alors si jamais on a un auditeur à l'écoute qui a dans sa salle de bain ou dans sa voiture un Reader's Digest du mois de décembre, communiquez avec moi, on pourra peut-être le faire suivre à Luc à ce moment-là. Mais oui, donc, en quelque part, il y a une étape de franchie au niveau des éditions par part. Oui, puis j'espère, parce que, tu sais, mon objectif depuis le jour 1 là, de la ligne éditoriale, tous les livres sont du même format. Ils ont tous tu sais, je voulais avoir l'esprit de gang depuis le début pour que les gens les reconnaissent, puis les libraires aient les goûts de les mettre ensemble dans les librairies pour que ça ait l'air d'une gang, puis ça a l'air un impact de tablette aussi. Puis ça a pris quelques années, puis quand je suis rentré dans une librairie, puis ils étaient tous ensemble, j'ai fait OK, objectif réussi, parce que l'idée c'est d'avoir des Zian, Francis Desharnais, puis Caton qui sont un peu plus connus, puis quand tu places un tome au travers, ben les gens vont voir ça comme un saut de qualité de Papa. OK, c'est le même format, c'est la, tu sais, je serais pas, tu sais, c'est pas le même genre de livre, mais à quelque part oui. Mais il y a une parenté d'esprit puisqu'il fait partie du même catalogue. Exact. L'objectif c'était ça, c'est d'avoir l'espèce de reconnaissance de l'objet, facile pour que ça puisse aider les nouveaux auteurs en même temps. Ouais, mais Paris réussit. Ça, c'est le graphiste en toi qui a eu cette idée-là? Ben oui. Mais l'idée aussi du collectif, faut savoir qu'au départ, les premières années de Par, les couvertures étaient sérigraphiées aussi. Ouais, c'était...
une mauvaise bonne idée. Non, mais ça permettait à certains auteurs de venir participer donc à l'élaboration. Ben, les auteurs sont vraiment présents. Là, j'ai vraiment des personnes vraiment remarquables dans cette gang-là. Puis c'est ça aussi l'idée. Je veux dire, c'est pas payant. Faut que ça soit le fun. Fait que je m'entoure d'auteurs vraiment le fun. Puis tout le monde veut participer au succès de Papa au complet. Oui, ils veulent que leur livre fonctionne individuellement, mais je pense qu'il y a comme une fierté quand même qui s'installe au travers de tous les auteurs de voir un autre auteur réussir, parce que je pense que le succès d'un rayonne sur les autres aussi. Ouais, ça c'est très réconfortant d'entendre ça, parce qu'effectivement, quand tu disais un peu plus tôt, la bande dessinée, on n'est pas encore tout à fait rendu à cette idée que le médium est à l'abri de certains a priori. Et c'est un milieu qui peut être compétitif comme plusieurs autres. Il y en avait par exemple qui se plaignaient du succès de Paul. En même temps, Paul, dans les années 2000, le succès de Paul a permis de rejaillir sur l'ensemble du milieu. Mais ça. Et donc, c'était souhaitable qu'on en arrive à ça. Et donc, cette espèce d'idée communautaire te vient donc... cette espèce d'esprit de collaboration-là vient en partie du milieu du fanzina, du milieu... Oui. Quand j'ai rencontré la plupart de ces gens-là, c'est quand moi je commençais, j'ai fait l'atelier de Jimmy Beaulieu. J'ai fait 3 fois l'atelier de Jimmy Beaulieu. Tout le monde a commencé à l'atelier de Jimmy Beaulieu, c'est fou. Je l'ai fait 3 fois, pour te dire. 3 fois? C'est là que j'ai rencontré Sylviane. Ouais. Je suis rentré dans le local, puis elle était assise dans le fond, ben, elle jouait du ukulélé, puis elle me tapait ses nerfs. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Mais tu sais, je l'aime beaucoup, c'est devenu ma coloc, c'est une super bonne amie, mais tu sais, le premier... Mais tu sais, dans cette classe-là, il y avait Vincent Giard, il y avait Michel Hellman, c'est le que j'ai rencontré là aussi. Qui y avait aussi? La mémoire est pas bonne, frère, demander à Sylviane. Mais c'est ça, tu sais... Fait qu'après ça, il y a eu... on s'est en allant à l'atelier, certaines personnes, on était 8-10, je sais pas plus combien. Puis tu sais, il y avait toujours une espèce de noyau qui s'est comme un peu créé autour de ça. Puis c'est de même que j'ai rencontré rapidement beaucoup d'auteurs, en fait. Là. Puis on est beaucoup à avoir, comme tu dis, on est beaucoup à avoir passé par là. Puis je suis retourné, même si, tu sais, je suis retourné, je l'ai fait 3 fois cet atelier-là. Et donc, les nouveaux talents, comme par exemple, tu as publié le premier livre de Tom. Ouais. Ben, vraiment, pour un album muet, très audacieux, super album, une construction limpide, vraiment, pour un premier album, c'est assez solide. Dans ce cas-là, est-ce que c'est toi l'éditeur qui est allé vers Tom, ou à ce moment-là, tu as été courtisé par lui? Je me souviens plus. Est-ce que tu as réussi à atteindre cette espèce de plateau comme éditeur où maintenant tu reçois des manuscrits par courriel, par la poste? Ça fait longtemps. Là. OK. J'en reçois vraiment beaucoup. J'en reçois de la France, mais tu sais, je me suis rendu compte que il y en a qui tirent un peu partout. Là. Ah ben oui, évidemment. Ouais. Moi, non, ça, j'en reçois quasiment depuis la première... Non, j'exagère peut-être pas la première année. Mais ça se fait plus c'est plus informel. Tom, j'y avais parlé avant, là, ça n'a pas été... je pense que c'est lui qui m'a approché officiellement. Mais c'est pas d'ailleurs son projet de fin de finissant de l'EMI, ouais. Ça s'est donné parce que l'EMI ou l'école multi... Oui, c'est ça, c'est le EMI. Ouais. Parce qu'à chaque année, il invite 2 personnes du milieu de la bande dessinée pour être juges de leur projet de bac. Ouais. Puis moi, ça donnait que c'était l'année de Tom. Ah, donc tu as vu son travail. Oh, oui, puis je l'avais vu même avant d'aller à cet événement-là. J'avais déjà vu des... Tu sais, il y en a qui me pointent vers lui depuis longtemps. Okay. C'est un petit milieu. Là, tu parles à des profs, tu parles à d'autres auteurs, tu parles à des ex-étudiants de cette place-là. Tu regardes aller Tom, puis... Je veux dire, en 8 ans, il n'y a aucun manuscrit que j'ai reçu
de nulle part que je connaissais pas la personne. Que j'ai jamais publié un manuscrit que j'ai reçu. Ouais. Okay. Au hasard, là. Tu as aussi fait une association avec l'association, dans une certaine mesure. On a vu apparaître Louis Trondheim à ton catalogue. Comment tout ça s'est passé? Parce que je me souviens à l'époque, moi j'avais écrit un canular. Ah ouais? Ouais. Okay. Je m'étais dit, bon, ça y est, on me fait une blague. Ben encore là, tu vois, lui, j'y avais déjà parlé avant. Là, c'est pas, tu sais, ça s'est fait. Il y a eu une transition, puis cette année, il y avait des discussions sur le fait que les livres importés de la France sont souvent beaucoup plus chers. Plus la structure est petite, plus ils sont chers ici. Ouais. L'association, les livres de l'assaut sont assez chers ici. Puis je sais plus qui avait parlé en premier de ça, mais il était à Québec, il faisait une classe de maître dans le cadre du festival de BD, puis il a dit, je vais parler 2 secondes, puis il dit, ça te tente-tu de publier mon prochain livre, qui t'aurais le territoire du Québec, ben, du Canada, de l'Amérique française, en fait, là. Puis l'assaut garderait l'Europe, puis avec une genre de coédition. T'sais, moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai recommencé à faire de la BD, c'était Louis Trondheim. Quand j'ai lu l'approximativement, tout ça, tu te dis, ok, moi aussi je suis capable de je suis pas en train de dire que je dessine comme Louis, mais je veux dire le côté noir et blanc. Ouais, ben l'aspect, surtout dans cette période-là, Louis Trondheim, on est plus dans un dessin minimaliste. Hein. Il a appris littéralement à dessiner en faisant 500 pages des carottes de Patagonie. Exact. Ouais. Puis là, c'est ça, c'était son projet de 5000 pages qu'il voulait que j'ai dit, Capharnaüm. Fait que j'étais un peu, excité, tu sais, dans j'imagine que fanboy était comme ok, je vais éditer Louis Trondheim. Je trouvais ça fucké un peu quand même. Mais tu sais, c'est un gars vraiment gentil. Fait que c'est quoi, ça fait 3 livres qu'on fait de lui maintenant. Puis là, il y a peut-être un autre projet pour l'automne avec un autre auteur de l'assaut, un Québécois. Mais ça va être un petit livre là, de dessin. Attends, t'es en train de me dire un auteur québécois publié à l'assaut qui viendrait chez Parpar. Guy Delisle. Ben oui, c'est... Non, ben c'est parce qu'il y en a 2. Il y a Henriette Valium, il y a Guy Delisle. Donc... c'est un livre de dessin qu'il fait sur les écrits de Jean Echnoz, en fait. Là. Il fait comme... il va y avoir des... On parlait d'autres choses, c'est trop dans le futur. Ok, c'est bon. Mais... Éric, enlève ça. non, Éric, tu gardes ça. Éric, c'est le monteur du balado. Alors, en plus de ta collaboration avec l'association, tu as également lancé en 2014 Pow Pow Press, donc le penchant anglophone des éditions Pow Pow. Pourquoi et comment tout ça s'est structuré? Tu sais, on fait des blagues que je suis un président-directeur général, comme si c'était un homme d'affaires accompli, mais je pense que je suis trop émotif pour être un homme d'affaires sérieux. Puis c'est le genre de décision émotive, puis qui... Pas que je regrette parce que fallait que je le fasse, là, tu sais. Mais c'était pas une si bonne... c'est pas une mauvaise idée, mais c'était peut-être pas le moment tant que ça de le faire, le timing ou la manière de le faire. Quand ça s'est passé, j'étais à Québec, Festival de BD de Québec. Je parlais avec Tristan Rouleau, pour ne pas le nommer, puis on parlait, puis c'est venu sur le sujet de Ville et Misérable, puis dans ce temps-là, le Papa n'était pas distribué en Europe encore. Puis on parlait justement de est-ce que Ville et Misérable, les Français aimeraient ça, puis tout ça, puis là, il commence à me dire... faut peut-être l'adapter, le traduire, tu sais, en français vers le français. Puis ça, t'es-tu malade? Moi, là, si un jour je traduis des livres, ça va être vers l'anglais, je traduirai pas mes livres en français. Puis là, hey, c'est pas une mauvaise idée. Puis tu sais, je pense que c'est bien Taylor, je dis, hey, on pourrait faire des livres en anglais. Eh oui, malade. Le lendemain, je pense que j'étais déjà en train de faire des démarches pour essayer de faire des livres en anglais, puis ça. Puis tu sais, ça c'est, pas réfléchir, là, c'est ça, là, tu sais, ok, on fait des livres en anglais. Le Kickstarter, je pense 3 mois après, t'es en ligne, puis tu sais. Oui, parce que c'est ça, t'as socio-financé. D'ailleurs, tu as réussi à amasser 24 301 $. Ouais. Chapeau. Ouais, mais encore là, tu sais. C'était pour imprimer 4 livres, mais tu sais, c'est traduire pas 4 assez, livres, ouais. C'est ça, mais c'était pas assez, le 24 000, là. Fait que tu sais, mais en fait,
Maintenant, tu sais, je regrette pas parce que maintenant on a un fond en anglais, mais c'est un fond qui bouge vraiment, vraiment pas. Fait que là, c'est comme si je commençais pour vrai, là, tu sais, chaque nouveau livre, ok, j'essaie de travailler plus, puis c'est complètement un autre monde, l'anglais, tu sais, je savais pas dans quoi je m'embarquais, puis tu sais, il y a plein de monde qui me disait fais pas ça, puis tu sais, même mes compétiteurs disaient fais pas ça, c'est pas une bonne idée, puis il y avait raison, là, toute la gang avait raison, là. Mais fallait que je le fasse parce que je sais pas si je suis tête de cochon. Mais c'était comme un peu repartir par part, finalement. C'était comme partir d'une nouvelle maison d'édition. 4 ans après la fondation de la première. C'est ça que j'avais pas pris, j'avais pas saisi dans ma tête. Ok, on en vend 1000 en français. Bon, le marché anglophone, il est 100 fois plus gros en Amérique. J'ai dit, si on fait juste une portion de ça, ça va, tu sais, le 1000, il va être facile à vendre. Oublie ça, ça s'est pas passé comme ça du tout, là. Mais au niveau de la distribution, entre autres, c'est complexe. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, si tu veux être distribué, il faut que tu passes par Diamond. Pas nécessairement Diamond, mais il y en a d'autres. Mais là, moi, je suis distribué, j'ai un distributeur canadien, mais qui a une entrée aux États-Unis. Puis étrangement, je pense que je fais plus de ventes aux États-Unis qu'au Canada. Mais c'est pas tant que ça non plus. Mais... Est-ce que Pow Press pourrait arriver à sortir un tome d'abord en première fenêtre en anglais? Peut-être, tu sais, avoir un auteur canadien anglophone qui pourrait être... qui nous approcherait en premier. Mais encore là, avant que je fasse ça, je veux qu'il y ait un réseau et une stabilité pour rendre... Tu sais, je voudrais pas... Ça serait pas rendre service à l'auteur de dire que... c'est son premier livre, puis je le publie en anglais dans un marché que je maîtrise pas encore. Oui, c'est un marché qui est vaste aussi, là, faut le dire. C'est vraiment vaste, puis c'est ça le problème aussi. Au Québec, il y en a beaucoup des salons du livre, mais ils sont pas si loin que ça l'un de l'autre, à part peut-être cette île. Mais encore là, c'est pas si loin que ça comparé à aller à Vancouver. Là, ouais. Fait que Toronto, c'est proche, ça va, c'est une bonne place pour commencer, mais après ça, t'as les États-Unis. Fait que juste couvrir le territoire, c'est autre chose. Là, ça, c'est complexe, c'est difficile. Puis il n'y a pas un réseau de librairies indépendantes aussi fort qu'au Québec non plus dans le Canada. Puis ça, c'est toutes des choses que j'ai appris après. Là, tu le sais pas. Là, dans ma tête, c'était le même modèle, mais ça marche pas de la même façon. Faut que tes livres, faut que tes livres soient prêts vraiment d'avance, faut qu'ils soient imprimés d'avance, placés dans l'entrepôt un mois avant qu'ils soient en librairie. Et tu sais, ça, c'est des affaires avec moi, dernière minute, qui fonctionnent mal, tu sais. Avec ici, je peux quasiment 3 mois à l'avance dire hey, j'ai un livre qui s'en vient, puis ils vont s'arranger pour qu'il soit placé. Puis c'est ce qui est arrivé avec Svian au Japon, là. Ouais, ça a été une affaire rapide, ouais. On fait un livre avec ça, puis il était dans le tablette quasiment 3 mois après, là. Mais se tourner sur un 10 sous au Québec, c'est pas souhaitable. C'est quand même mieux de te prendre d'avance, là, mais ça se fait. Ça se fait, exact. Ouais. Mais c'est vrai aussi que le réseau des librairies indépendantes, les libraires qui apprécient les livres vont au front pour les livres. Ouais. C'est sûr que dans le Canada anglais, il y en a des librairies indépendantes. Il y en a beaucoup. Mais il y a mais les chaînes aussi sont très présentes et les chaînes, les distributeurs ont l'air à vouloir privilégier les chaînes aussi, parce que évidemment quand ils achètent Chapters ou Indigo, ils vont prendre des grosses commandes, tout ça, mais c'est pas là qu'on va commencer à vendre des livres. Nous autres, faut commencer par les racines, puis là, dernièrement, je commence à cibler plus des événements. Là, évidemment, TCAF, ça fait quelques années qu'on y va, mais là... À Toronto, hein. Ouais, puis là, ça va être plus des événements plus petits, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de secret là, de formule magique, il faut que tu te présentes, puis c'est un livre à la fois, puis c'est le bouche-oreille, puis c'est ça que c'est bien plus fort que les médias, tant qu'à moi, là, tu sais, quand nos livres sont bons, là, il s'agit que les gens les lisent, on va en parler à quelqu'un d'autre, puis tu sais, c'est comme ça qu'on va les vendre. Donc, d'où l'importance d'être présent sur le terrain, dans les festivals, les salons du livre. On est allé à Brooklyn, on est allé à North Bethesda au SPX, qui est un des plus gros événements du genre aux États-Unis. Mais ça te prend du temps, ça prend de l'argent pour faire ça. Fait que, mais à long terme, c'est sûr que ça va se passer. Là. C'est sûr, il n'y a rien de sûr, mais je veux dire, je le sens que ça commence à changer, puis il y a une reconnaissance, puis il y a de plus en plus
ça commence à bouger un petit peu, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas facile, là. Mais on sent d'ailleurs, quand on voit en événement, quand on voit le kiosque de Pawpaw, on sent, tu en parles un peu plus tôt, de cette confrérie-là. On sent que les artistes sont très attachés à la structure éditoriale, qui ont un sentiment d'appartenance. Tu es très présent aussi. Tu fais pas mal la tournée, c'est-à-dire que tu es présent à Québec, à Montréal, tu fais les salons du livre. Il y a ça aussi. Prendre la route, ça freine forcément la productivité de l'artiste, mais aussi ça t'éloigne un peu de ton travail au quotidien d'éditeur. Oui. Est-ce que par exemple, on parle du volet anglophone. Petite question. Le Festival de Montréal, depuis 2-3 ans, a amorcé une ouverture au niveau du public anglophone. Est-ce que, j'imagine que toi, comme éditeur pour Pawpaw Press, c'est une bonne nouvelle. Oui. Est-ce que tu sens qu'il y a Est-ce que tu sens qu'il y a une fréquentation qui grandit, ou est-ce que tu sens que les gens à Montréal qui se déplacent au Festival de Montréal, est-ce que tu sens qu'ils ont à l'endroit de Pawpaw Press une curiosité? Parce que, outre Pawpaw Press, qui y a Drowning Quarterly comme éditeur anglophone montréalais, c'est... Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Il n'y a pas... Les confréries anglophones montréalaises, je la trouve plus, là, je suis dans des associations, l'association des éditeurs anglophones du Québec, là, ça existe, là. Puis, tu sais, ils font pas de bande dessinée, mais je veux dire, il y a comme une même réalité quand même, tu sais, je veux dire, d'être éditeur anglophone au Québec. Fait que de commencer à les côtoyer, eux, là, je commence à comprendre et à voir des choses, même, tu sais, je veux dire, un livre, même si c'est pas de la bande dessinée, ça reste un livre. Ben oui, c'est un livre. C'est la même affaire. Ouais. Malgré certaines personnes disent ceci n'est pas un vrai livre. Je l'entends des fois encore. T'entends encore ça, hein? Ouais, il vient l'enfant qui veut une bande dessinée, une de nos bandes dessinées, puis le parent arrive et dit non, laisse faire, on va aller t'acheter un vrai livre. Un vrai livre. Est-ce que l'éditeur en toi, président, directeur général, a ce réflexe de dire, allons-y dans la prose et faisons de vrais livres? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que, éventuellement, on pourrait voir au catalogue de Pawpaw, ça me permet de rebondir sur cette question-là, mais est-ce qu'on pourrait voir un ouvrage de référence ou de la prose? Je pense notamment à Sviane. Hein. Sviane a toujours cette espèce de talent de nous surprendre, de nous étonner, de rebondir là où on s'y attend le moins. Si Sviane, par exemple, se pointait et te disait, Luc, j'ai un truc formidable, j'ai un projet de prose. Est-ce qu'éventuellement c'est quelque chose qui pourrait intéresser les éditions Pawpaw? Bonne question. C'est jamais passé proche d'eux, fait que... Il n'y a pas eu de cas d'espèce encore. Non. Ma réponse vite de même, ça serait... Je pense pas. Parce qu'il y a aussi, tu sais, maintenant il y en a qui me parlent, tu t'attends pas de faire du jeunesse. Je pense pas. Tu sais, je veux que la bande dessinée, que ce soit solide, que ce soit le cœur de Pawpaw. Fait que il y en a qui le font bien, ça, la prose puis ces trucs-là. Je pense pas. Vraiment. Je sais pas. OK. Je vais accepter cette réponse-là. Je veux parler aussi avec toi de l'importance des prix de bande dessinée. Le prix de vente ou le prix des... Non, les récompenses. Les récompenses. Là, j'ai ça dans mes notes. Pawpaw a remporté une quinzaine de prix. Oui, voilà. Et mon Dieu, vous avez des nominations, vous en avez le triple. Donc des prix au Québec, je veux pas t'amener sur un terrain glissant, mais de parler de la validité d'un prix versus un autre, mais est-ce que on va le dire parce que 9 ans c'est quand même jeune encore pour une structure éditoriale, est-ce que les prix, que ce soit un prix soit pour Québec, pour Montréal, que ce soit le prix de la CBD, le prix des libraires, est-ce que c'est important? Est-ce que ça permet, est-ce que ça apporte de la visibilité? Est-ce que ça permet de remplir des cases dans des subventions? Qu'est-ce qu'un prix de bande dessinée au Québec, qu'est-ce que ça peut, dans les faits, rapporter à un éditeur comme Pawpaw? Eh boy.
OK. Ben, premièrement, il y en a beaucoup au Québec. C'est l'affaire qui me fascine. C'est à quel point il y en a beaucoup. Il y en a un nouveau là, qui va pour le Salon du livre de Trois-Rivières. Ben tu me l'apprends. Bon, eux autres, ah oui, hein? Il va y avoir un prix de la bande dessinée à partir du salon de cette année-là, mois de mars, qu'il y a le Salon de Trois-Rivières. OK. Ou c'est ça, de mars. En tout cas, il va y avoir le Salon de Trois-Rivières qui va avoir le prix de la BD. Fait que c'est quoi, on va être rendu à 5-6 là, prix. Il y en a beaucoup, je trouve. Mais ça, c'est un autre débat, là. C'est pas ça ta question. C'est est-ce que les prix sont importants? C'est important quand tu gagnes, puis quand tu gagnes pas, tu dis il faut prendre ça avec un grain de sel, les prix. C'est vraiment. Wow! C'est comme un peu. C'est comme un joueur de hockey qui dit ah là, la POC elle roulait pas pour nous autres à soir, mais demain on va faire un meilleur match. OK. Mais non, mais pour vrai, je les prends toujours avec un grain de sel parce que ça reste des gens. C'est subjectif, là. Je veux dire, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un livre est meilleur que d'autres? Il y en a des fois c'est plus évident, tu dis ok, ça c'est un livre important, mais tu vois il y a rarement de l'unanimité dans chacun des prix au Québec. C'est jamais le même titre qui gagne les cinq prix. Ouais. Tu penses pas que c'est arrivé vraiment. C'est avec peut-être Paul le fait une couple de fois, là, mais... La femme aux cartes postales de Jean Paulade, ça avait récolté en tout cas plusieurs prix. Ouais. Mais est-ce que par exemple, dans une certaine proportion, là, toute proportion bien gardée, est-ce que par exemple de développer le marché soit anglophone ou encore de développer, tu disais tantôt, bon, vous êtes distribué en Europe, est-ce que par exemple un prix peut être en quelque part une soupape? Est-ce que ça peut permettre justement d'amener une crédibilité? Ben ça paraît bien quand t'écris, mettons, tu vas sur la page du livre sur notre site internet, puis c'est prix, nomination, prix. Puis ça aide, mettons, comme tu dis, mettons, on va en anglais, on traduit un livre qui a déjà des prix, ça aide les représentants quand même. Ça les outille, en fait. Exactement. Ouais. Ça sert à ça. Je pense que ça sert aussi des subventions. Je sais pas sûrement qu'ils le considèrent. Mais c'est le fun aussi en tant qu'auteur, je veux dire, d'être reconnu. Puis juste être nominé, tant qu'à moi, c'est déjà un prix, là, déjà là. Parce que rendu, qu'est-ce qui devrait gagner entre moi aussi, je voulais l'emporter, et Vogue la valise, je veux dire, c'est deux excellents livres. Là, comment tu fais pour décider? J'aurais pas aimé ça être dans le jury, mettons. Mais ça, c'est un beau problème, parce qu'on a maintenant, au Québec, depuis plusieurs années, une masse critique de bons albums annuellement. Ouais, chaque exact. année. Ça doit pas être facile là, de décider d'en choisir un pour vrai. Là, pour avoir déjà été sur un jury pas de la bande dessinée, mais autre chose dans le temps que j'étais graphiste, là, c'est pas facile. C'est vraiment, il y a des débats, en tout cas. T'as déjà été là-dedans aussi. Là, oui, une fois. Une fois. Et ça a été terminé. Exact, mais c'est parce que c'est facile de s'emporter et de chicaner, là, j'imagine. Oui, mais c'est aussi comment on arrive à argumenter. Et je pense que le travail de juge et la fonction d'une remise de prix, c'est d'apporter un éclairage sur une œuvre. Et ce n'est pas de partir en disant, ben moi j'ai aimé ça, puis l'autre album c'est tellement mal dessiné, je voterai jamais pour cet album-là. Non. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans l'unique expérience de jury que j'ai eue. Et ça, je me suis dit, ben c'est problématique, parce qu'en fait, c'est pas ça du tout. On n'est pas là pour mettre le jeu au devant, au contraire, il faut... Et comme je le disais, maintenant qu'on a une masse critique d'excellents albums chaque année, il faut... c'est beaucoup de travail, juger. Non, mais c'est ceux qui... Au Québec, c'est pas trop mal parce qu'il y en a pas tant que ça d'albums publiés, mais quand il faut que tu commences à lire ce qui s'est fait en production française... Là, il y en Europe à 5 500, 6 000 nouveautés par année. Je sais pas comment tu fais pour... parce que déjà, dans lire, au Québec, au moins une centaine, c'est de tenir au courant, puis si tu veux vraiment faire ton travail comme jusqu'au bout, là, ouais. Que ça doit pas être... pas facile, là, c'est sûr. Là. Fait que oui, ça permet toujours, il y en a beaucoup, oui, mais à chaque fois c'est toujours reparler de la bande dessinée, de remettre ça de l'avant, c'est ça ça sert à ça aussi, ouais.
pourquoi que le prix des libraires n'avait pas de bande dessinée avant l'année passée, ça c'est capoté. Là, mais... Et on sent d'ailleurs que le prix des libraires a vraiment des assises solides. C'est-à-dire que ils jouissent d'un certain rayonnement aussi. Ben, c'est parce que c'est les libraires qui le choisissent. Fait que quand c'est le temps de le mettre en librairie, ils vont avoir le goût de les mettre de l'avant. C'est contrairement à les BD Scosa ou les BD List, c'est plus ponctuel dans l'événement. Ouais. Fait que c'est dur de faire sortir ça de ces festivals-là. Ce qui est dommage, fait non, je sais pas si... Je pense que celui des libraires va peut-être avoir un impact sur les ventes. Là. Et peut-être qu'on verra, l'histoire nous le dira, mais peut-être aussi que le prix des libraires va amener aussi des gens extérieurs à la bande dessinée à s'intéresser au médium. Oui. Espérons-le. Oui. Question que ça circule. Ouais. Au moment d'enregistrer cet épisode du balado, tu es à quelques jours de ton départ en direction du Festival international d'Angoulême. Ouais. Est-ce que tu y vas sur une base régulière au festival, représenté Pow Pow? Pow Pow, c'est officiellement la 2e année en ligne. OK. Je suis déjà allé... la première fois que je suis allé, c'était... On s'y était croisés en 2012 d'ailleurs. 2012, ouais. C'est ça. Puis mon objectif, c'était de rencontrer des distributeurs, un distributeur en particulier de français, les Belles Lettres. Ouais. J'avais eu un meeting, fait que ça fait longtemps que je démarchais la possibilité d'aller en Europe. Je savais que c'était pas le moment, mais j'aime mieux commencer bien d'avance parce qu'il faut qu'ils entendent parler de nous autres. Fait que je les ai vus je suis retourné après ça, je les ai encore rencontrés. Puis après ça, c'est eux qui me demandaient quand est-ce que... Fait que là, tu sais, la dynamique était vraiment intéressante pour la distribution française. C'était pour ça que je le faisais. Mais... Et donc là, Papa aura cette année un kiosque à Angoulême. Ouais, on va avoir le même endroit que l'année passée. Là, puis, fait qu'on est... Je sais pas si ça va toujours être régulièrement comme ça. Je sais pas si moi, personnellement, je vais y aller à chaque année. Probablement pas, parce que... Je fais des enfants maintenant. Ben oui, en plus de faire des livres, tu fais des enfants. Ouais. Ça commence à être compliqué de s'absenter. Fait que je pense qu'Alexandre va voyager beaucoup dans les prochaines années. Alexandre, prépare ta valise. Ouais, prépare ton passeport. Ouais. Et ça, c'est très important d'être présent physiquement en Europe. Je pense que oui. Dans la mesure où tu veux être distribué et que tu veux que tes livres vivent là-bas. Là. Ça revient à ce que je disais tantôt. Faut que tu te présentes. Là. Puis, tant qu'à choisir un événement, tu choisis Angoulême. Si tu as la chance d'en faire juste un. Fait que oui, c'est tout dans la même idée de se présenter. Là. Fait que je pense que c'est important. Là. Puis l'année passée, c'était la première fois. Puis ce qui était rassurant aussi, c'est de voir qu'il y avait des gens qui connaissaient déjà par rapport. C'est des Français qui arrivaient. Ah oui, fait que tu sais, déjà là, tu valides un peu aussi le travail du distributeur. Est-ce que mon livre il est bien distribué? Est-ce qu'on est connu un peu? Fait que là, il y avait comme une validation en même temps de se présenter. Fait que, puis aussi, c'est un public différent. Fait que d'avoir déjà des commentaires, du feedback, parce que c'est à ça que ça sert aussi les événements, parce que tu parles avec ton public. Fait que tu vois le résultat de ton travail en direct. T'sais, quand les gens touchent à la couverture, j'aime vraiment vos livres, vous avez des beaux livres, c'est ok, on le fait pas pour rien, là, je veux dire. Et de réussir à se tailler une place dans ce marché, je le rappelle, c'est immense, là, la production européenne. Ouais, c'est un marché en crise quand même, là, c'est pas... c'est pour ça que j'y retourne cette année. Là, j'ai failli passer mon tour, mais je parle moi physiquement, parce que je vais aller rencontrer le distributeur puis avoir une bonne discussion avec eux autres, parce que c'est un marché en crise, ben raide, le livre en France. Il y a une surproduction, le taux de retour il est en train de multiplier. C'est du taux de retour national à 50%, je pense. C'est beaucoup, là, tu sais. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Fait que là, j'ai ce problème-là il en place beaucoup, puis dans des FNAC, puis des affaires de même. Puis encore là, c'est pas la bonne stratégie. Selon moi, là, pour nous autres, présentement, faut que tu vises les petits... les libraires indépendants, les spécialisés, puis il y en a en tabarouette. Là, non, c'est pas ça qui manque. Fait que, tu sais, quand l'année passée, quand je suis rentré dans... C'était pas une FNAC, là. C'est quoi? Il y en a un autre, Leclerc, c'est ça? Il y a quand même une grosse chaîne, là. Non, c'est pas Leclerc. En tout cas, bref, il y a plus du tarif. Là, tu vois, tes livres sont là. Il y en a un exemplaire de chaque qui est comme tout croche placé. T'sais, ils vendront pas. Là, ils vont juste le retourner. Puis il va être
défraîchi. En plus, il va être endommagé. Il va être endommagé. Puis j'ai une quantité incroyable de livres endommagés. Puis, fait que, tu sais, c'est pas un succès. Tu sais, je fais pas d'argent présentement avec la France. Fait que en tout cas, c'est une période d'adaptation. Puis la manière que je vois ça, c'est que les livres soient disponibles, puis d'aller chercher notre petite part de la niche de ce qu'on est, puis de pas viser les tirages de 10 000. Là, c'est pas ça l'objectif. C'est de compléter, parce que tu sais, la marge est tellement petite d'un livre, parce que les tirages sont tellement petits, puis que je m'entête à imprimer au Québec. Fait que là où ce que je peux jouer, c'est le volume. Fait que si la France amène un tirage, permet de faire un tirage de 50% plus gros, ben là, c'est gagnant un peu, parce que tu vas aller jouer ça un petit peu sur la marge. Fait que c'est un peu ça l'objectif, c'est de grossir un peu le volume. Mais encore là, les volumes, ça vient avec le fait que ça coûte plus cher à chaque fois. Fait que c'est toujours une espèce de fuite vers l'avant C'est un peu la loterie, hein? C'est un peu le... Ben, c'est une loterie plus calculée, là. Il y a moins de hasard, mais ça reste quand même ça, tu sais. Chaque livre est un pari, parce que si, mettons, je prends l'exemple des Ananas de la colère, j'en ai imprimé 2000, c'est quand même un bon tirage, là. Mais là, il en manque juste un peu, 200-300 centaines pour dire, OK, je fournis la France, puis je fournis le Québec pour encore un an, puis je peux attendre avant de faire une répression, mais là, il faut que je le fasse tout de suite, la répression, parce qu'il faut que j'envoie des livres en France, puis j'aurais dû en faire 2500. Fait que là, en faire 2500 aurait été bien plus profitable. Là, je me retrouve à probablement pas faire d'argent pour la prochaine année avec ce livre-là, tu sais. Oui, puis il faut que la boîte continue de rouler, parce que là, t'entames avec, par rapport à la 9e année d'existence de la structure éditoriale, t'as des projets d'albums. Moi, non, mais oui, il y a d'autres livres. Il y a d'autres livres qui s'en viennent. Dans les grandes lignes, et on va se laisser là-dessus, à quoi peut-on s'attendre pour cette 9e année? Donc, il y a combien de livres au programme? J'ai une liste. Ce qui est déjà bon signe. J'ai une longue liste de... Je dirais qu'il y a peut-être 10-12 livres en chantier présentement. OK. Puis c'est plus qui finira en premier va avoir son livre. Ben, je veux dire, je suis un peu à la merci de la productivité des auteurs, puis c'est correct de même, puis j'ai aucun pouvoir de négociation je peux pas dire, OK, je te donne 5000 $, fais-moi le livre, je peux pas faire ça. Fait que, tout le monde fait ça, personne fait ça à temps plein, là, ouais, c'est ça. Fait qu'ils font leur livre quand ils peuvent, puis quand ils veulent. Fait que je sais à peu près qu'est-ce qui s'en vient. Fait que c'est plus une question de dans quel ordre ça va apparaître. Là, j'imagine que tu vas avoir des noms, puis un peu qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, en même temps, ben, t'imagines bien, c'est sûr, Luc. Mais en même temps, je veux dire, je veux pas non plus que parce que souvent, en entrevue, et quand on fait de la recherche, et quand on s'intéresse à l'histoire, souvent, on tombe sur d'anciens articles où, ben, des éditeurs, des auteurs disent, ben là, tel livre s'en vient, tout ça. Et c'est jamais arrivé. C'est ça. Mais ce que je suis pas mal sûr qu'il va venir, il y a Xavier Cadieux et Alexandre Fontaine-Rousseau qui font faire un livre qui s'appelle La Pitoune et la Poutine, qui relate les vraies aventures de Joe Montferrand. C'était supposé être publié à la Mauvaise Tête, Feu Mauvaise Tête, malheureusement. Ouais, là, t'abordes... Bon, je saute sur l'occasion de ces guillemets ouverts. Luc, j'ai entendu ça entre les branches, que la Mauvaise Tête avait mis, en tout cas, sur la glace, tout autre projet. Donc, ce livre-là était donc... Parce que Xavier Cadieux, c'est un auteur qui a été développé en partie par la Mauvaise Tête. T'es pas obligé de répondre à la question que je vais te poser. Mais ce serait dommage que je te la pose pas, cette question-là. Dans l'état des lieux actuels du milieu éditorial au Québec, on sent qu'il y a du mouvement. Il y a eu notamment, bon, donc
là, on sait que La Mauvaise Tête est sur la voie d'accotement. Il y a eu aussi beaucoup de mouvements du côté de Mécanique Générale avec le départ de Renaud Plante. Donc, on ne sait pas trop ce qui va advenir de leur catalogue quant au projet qui était déjà en chantier. Cette espèce de conjoncture-là fait en sorte que ça positionne Pawpaw dans une, en tout cas, oui, ça vous met dans une place assez intéressante. C'est-à-dire que là, tout à coup, il y a peut-être des auteurs qui pourraient être tentés, justement, d'aborder Pawpaw. Oui, mais moi, je trouve ça vraiment plate que La Mauvaise Tête soit plus là. C'est sûr que c'est triste. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus d'auteurs, puis donc de plus en plus de bons auteurs. Oui, et ça, c'est une grande nuance. Effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a de plus en plus d'auteurs solides hein, qui arrivent déjà avec un premier livre. Et Puis c'est pas vrai que Pawpaw va pouvoir toutes les faire. Je veux dire, faut qu'il y ait d'autres structures aussi. Il y a des fois, je me fais présenter des projets intéressants, mais qui seraient mieux dans entourés de d'autres livres. Fait que ça prend d'autres maisons d'édition. Puis pour le bien-être de tout le monde aussi, là, je veux dire, de Pawpaw aussi. Je veux dire, c'est. Je trouverais ça vraiment plate que ça ferme. Là, il va. Tu sais, je sais des choses, là, mais je m'avancerai pas plus, mais. Non, c'est sûr que de toute façon, c'est pas à toi de le faire. Mais... Fait que, tu sais, il faut qu'il y en ait d'autres, puis ça va être le fun s'il y en a d'autres. Mais. Ouais. Mais ça crée une espèce, mais tu comprends le sens de ma question, c'est que ça crée ça crée un espace tout à coup, cette espèce de mouvement. Oui, tu as raison, il y a des trucs qui seront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui seront annoncés. Mais on n'en parlera pas à ce micro-là à ce moment-ci, à ce stade-ci. Mais c'est vrai qu'il faut se désoler de ce qui arrive à La Mauvaise Tête parce que, bon, c'est un éditeur qui n'a pas publié beaucoup d'ouvrages, qui n'avait pas un rythme régulier, mais dont les ouvrages avaient une importance et une place aussi. Oui. C'était une voix importante dans le milieu éditorial québécois de la bande dessinée. Il y avait leur voix, eux. Totalement. Et on savait tout de suite, comme Pawpaw d'ailleurs, lorsqu'on voit un livre de La Mauvaise Tête, on sait à qui on a affaire. Même si la maquette variait au niveau... même si le format variait, la maquette, elle, demeurait toujours la même. Donc, par exemple, le livre de Xavier Cadieux avec Alexandre Fontaine-Rousseau, à la base, donc, c'était un livre qui était prévu pour La Mauvaise Tête. OK. Fait que, il y a ça. Là, on revient à ce qui s'en vient. Il y a des nouveaux auteurs qui s'en viennent. Il y a des auteurs qui travaillent sur des livres. Je sais pas si ça va être cette année, mais Richard travaille sur un livre. Richard Suicide, oui. Oui. Ça, j'ai vraiment hâte de lire ça. Oui, t'es pas le seul. Il y a Antonin Buisson, qui va faire un livre qui s'appelle Mousquetaire. Lui, c'est un nouveau. OK. Ça fait longtemps qu'il travaille dessus. Ça va être un livre d'action. C'est l'histoire d'une mouche qui envahit Montréal puis qui cause des problèmes. Le chaos total. Fait qu'on fait appel aux mousquetaires pour régler le problème. C'est ça la prémisse du livre. OK. C'est vraiment bon, ça. Il y a Algofa, que c'était peut-être supposé de sortir à l'automne, mais il arrive ce qui arrive. C'est un truc qui s'appelle Sombre Bagarreur. Dans ce cas-ci, lui, il va le traduire lui-même, j'imagine. Exactement. Ça a été publié premièrement chez Pierre l'année passée. Ouais. C'est intéressant ça d'ailleurs, Luc, parce que par exemple avec François Vigneault, Titan, et avec l'album d'Algofa que j'ai eu la chance de lire en anglais, tout à coup le catalogue Pawpaw, sans se dénaturer, s'ouvre à d'autres genres. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ouais, puis un livre comme celui d'Algofa, tu sais, il est quand même très différent de ce qu'on fait jusqu'à maintenant, quand même. Là, tu l'as lu. Tu sais. Oui. Mais c'est fichtrement beau. Oui, c'est vraiment... C'est incroyable, mais c'est un jeune auteur, hein, en plus. Ouais. Mais quelle maîtrise, c'est vraiment... Ouais. Puis, fait que... Non, mais... Tu sais,
on me demande souvent, c'est la question classique, c'est pas pour rien que ça s'appelle la ligne éditoriale, la revue de Papa, là, c'est quoi la ligne éditoriale, je le sais pas, tu sais. C'est ça la vraie réponse, là. Je suis pas capable de le mettre en mots, en fait. Je le sais, mais... Mais il y en a une. Il y en a une, mais je veux dire, tu sais, je suis pas capable de l'écrire, je suis pas capable de le mettre en mots. Tu sais, c'est plus une question de feeling, tu sais. C'est vraiment l'instinct, là, tu sais. Je feel que ce livre-là fit avec les livres de Papa, tu sais. C'est pas mal ça, puis... Il y a aussi, moi, le lecteur, là, c'est des livres que j'aime lire. Fait que tous les livres qui sont publiés, c'est tous des livres que j'ai aimés beaucoup, ben, que j'aime encore, pourquoi je parle au passé, mais fait que c'est le lecteur. C'est comme si je me gâtais comme lecteur, en fait, là, en rendant ces livres-là en papier. Mais tu sais, c'est comme on revient, chaque livre est un risque. Je sais que ce livre-là est plus niche quand même. Tu sais, ça cartonnera pas autant que La Petite Russie. Celui d'Algophan? Ouais. Oui, mais ça risque, par contre, de permettre d'aller chercher un lectorat, un autre public. Ouais, exact. Qui est peut-être moins enclin ou qui connaît pas du tout les éditions Papa. Il y a beaucoup de lecteurs de science-fiction au Québec. Oui. Après, il y a le débat du beau dessin. J'entrerai pas là-dedans. Internet s'en charge très, très bien. Et cette petite chose qui s'appelle Facebook. Mais c'est intéressant parce que ça aussi, ça permet d'élargir non seulement le spectre du catalogue, mais ça permet aussi d'élargir le public. Ouais. Donc, espérons que cet album-là ira chercher de nouveaux lecteurs. Parce que c'est vrai, pour l'avoir lu, que c'est un album qui est quand même qui est assez différent de ce que Papa a publié jusqu'à présent. Mais en même temps, c'est un livre qui trouve tout naturellement sa place dans ton catalogue. Donc, cette ligne éditoriale-là, sur laquelle tu n'es pas capable d'appliquer des mots, ben ça fonctionne. Bon, je l'ai lu sur ma tablette, mais j'ai très hâte de voir l'objet. Mais c'est un objet. Et moi, je pense que le travail en Europe, je pense que c'est un album aussi qui pourrait avoir une belle vie en Europe, exact. Ça. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est ça aussi, la stratégie. Ben, les attentes, je veux dire, le pari est là. Ouais. Sophie Bédard, Les Petits Garçons. Finalement, Sophie, ça fait 5 ans, 6 ans quasiment, le dernier tome de Glorieux Printemps. En français, oui. Ouais. Fait que je suis bien content qu'elle fasse un nouveau livre. J'ai hâte de lire. Je ne l'ai pas lu au complet encore. Elle aussi, c'est un talent. Je me souviens de l'avoir lu en petit fanzine auto-publié. Tout de suite, ses premières publications, c'était vraiment déjà très solide. Oui, puis son dessin en plus, il devient de plus en plus solide aussi. Ouais. Puis ça, une manière de raconter des histoires qui sont vraiment fun. Ouais. Elle rend ses personnages vraiment attachants. Elle est bonne là-dedans. Qu'est-ce qui s'en vient? Et est-ce qu'à travers tout ça, Luc? Oui. Dernière question. Est-ce qu'à travers ça, tu prépares le 10e anniversaire de Papa? J'y pense, mais... Je sais que, bon, à la lumière de la discussion qu'on vient d'avoir, évidemment, on sait que les éditions Papa n'ont pas énormément d'avance sur leur calendrier, mais quand même, 10 ans, c'est pas rien. Non, mais je pense pas qu'il va y avoir... OK, pour les 10e, il va y avoir des gros noms, juste... C'est plus, j'ai comme une petite stratégie commerciale, promotionnelle qui est en tête. Ça, c'est sûr. J'ai déjà commencé à en parler avec le distributeur. Mais il va y avoir un party, ça, c'est officiel aussi. Est-ce que, OK, d'accord. Les places s'arrêtent pas mal là. Ben, au moins, il y aura la fête. Oui, il va y avoir la fête. Ouais. Ben, aux 5 ans, il y avait un gros party. Je peut-être passé. On lançait des livres en même temps. On lançait Comment faire de l'argent. Ah non, j'ai raté ça. White Horse. Ouais, puis, j'étais pas là. Le livre de Julie, c'était Je vois des antennes partout. Oh là là, gros party. Ouais. Donc, les Advil et Tylenol seront déjà préparés d'avance, j'imagine, dans la stratégie du 10e anniversaire? C'est pas ce genre de party. Ah, OK. Donc, on fait de la bande dessinée, nous, là. Oui, non, je sais bien. C'est pas... On est tranquille. Oui, vous n'êtes pas dans la débauche poétique. Pas comme la littérature. Oui, oui. Les vrais livres. Ouais.
C'est terrible, hein, de finir là-dessus. Ah, ça me gèle à chaque fois. Alors, je terminerai cette entrevue en disant que Pow Pow fait de la vraie bande dessinée. Au-delà du... excusez mon bon français, mais au-delà du hype, parce qu'il y a plusieurs éditeurs généralistes qui, s'entendent flairant la bonne affaire, et là je mime les guillemets, se sont lancés eux aussi dans la bande dessinée. Il y en a beaucoup de ça. Il y en a vraiment beaucoup. Et même des trucs qui nous échappent, littéralement, des trucs qui passent sous le radar, mais pourtant des trucs publiés chez des structures éditoriales vraiment puissantes. On peut donc dire que les éditions Pow Pow et de ces structures éditoriales qui publient de la vraie bande dessinée. Et ça, Luc, ce n'est quand même pas banal. ça te va-tu comme finale? Ouais, on va l'apprendre. Alors, je te souhaite un bon Angoulême. Je souhaite aux éditions Pow Pow un bon festival d'Angoulême. Et je vous souhaite aussi une bonne 9e année. Et toujours autant de bons livres et de beaux succès. Donc, Luc, merci beaucoup d'être passé au micro de Vous avez dit BD. Je suis bien content d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Très apprécié. Je te laisse retourner dans tes fonctions éditoriales et de paternelle, de chef de clan. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et à vous, chers auditeurs, merci d'être des nôtres également. Et n'hésitez pas à venir nous visiter sur iTunes ou sur le site de la Librairie Z au www.librairiez.com pour écouter encore plus de contenu. Si toutefois vous avez la curiosité piquée que vous ne connaissiez pas ou peu les éditions Pow Pow, vous pouvez également aller les visiter. Et le mot de la fin, Luc, ce sera l'adresse de ton site web. www.éditionpowpow.com. Édition plurielle. Avec un S. Ou pawpowpress.com. C'est une belle finale, ça. Qu'en dis-tu? Alors, on lance le générique. Merci beaucoup d'avoir été là et merci à toi, Luc.